Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, l'œnotourisme a le vent en poupe. Les assises de l'œnotourisme se tenaient en Alsace, l'occasion de mettre un coup de projecteur sur ce secteur en plein développement. Il a attiré 3 millions de touristes en Alsace l'an dernier. Les journées européennes des métiers d'art se dérouleront de vendredi à dimanche. L'occasion de découvrir des métiers parfois rares, comme celui d'émailleuse sur lave. Et puis le 4e meilleur hamburger de France est à déguster à Blotzheim. Nous avons assisté à la finale de la Coupe de France de la discipline à Paris. C'est donc un secteur qui marche. L'œnotourisme continue sa progression dans la région. Avec 3 millions de visiteurs l'an dernier, le vignoble alsacien est un des plus fréquentés de France puisqu'il attire à lui seul près du tiers des touristes de l'œnotourisme en France donc. Alors pour poursuivre ce développement et proposer des offres plus globales, professionnels du vin et du tourisme travaillent aujourd'hui main dans la main. Reportage à l'occasion des assises de l'œnotourisme à Kinsheim, Adeline Piron. Ici on est dans notre galerie historique de la maison. Nicole Bott est une passionnée. Dans son domaine, 7 générations se succèdent depuis 1835. Alors quand des touristes viennent déambuler dans les dédales de sa cave, c'est un peu de l'histoire de sa famille qu'elle raconte à travers l'histoire des vins d'Alsace. Le Loyala est l'ancêtre de la bouteille. Et les vignerons, ils buvaient comme ça au Loyala. Le domaine accueille des visiteurs 7 jours sur 7, de quoi repartir avec des souvenirs plein la tête et des bouteilles dans ses valises. Plus de 50% des ventes sont réalisées en vente directe. Le transport en 1700 se faisait exclusivement par voie fluviale. Les viticulteurs qui sont installés là-dessus, bien sûr, ils ont toujours très soif. Donc on peut voir, ils ont toujours la petite bouteille. Nicole a soif de transmettre son savoir-faire et son amour du vin alsacien. Alors au domaine, elle s'investit et organise balades et dégustations. On organise des balades gourmandes dans la cave. On fait appel à un restaurateur qui nous sert des petits plats. Le plat principal se prend à table qui se trouve ici, qui est dans une ambiance de Noël. Et ce sont des moments assez magiques, assez chaleureux. Et les gens sont très, très heureux de savoir d'où vient le vin, qui a fait le vin. Ils veulent connaître, ils veulent mettre un visage sur les producteurs. Quand ils rentrent chez eux, ils se rappellent les bons moments qu'ils ont passés à la cave et la vente se fait toute seule. Revenir à la source pour comprendre d'où vient le vin et comment il est fait, c'est la tendance du moment. L'œnotourisme a séduit 3 millions de visiteurs en Alsace l'an dernier, ce qui place le territoire sur le podium français, juste derrière Bordeaux et la Champagne. Afin de développer l'offre, professionnels du vin, de la gastronomie et du tourisme se sont donné rendez-vous hier aux assises de l'œnotourisme. Quand on va visiter un vignoble, on veut savoir où on mange, où on dort. Et aussi, il y a tout l'enjeu de la mobilité. Par exemple, visiter un vignoble, ça veut dire que peut-être il va y avoir une navette ou un bus qui va vous y amener. Mais ça veut dire aussi que si vous voulez vous déplacer en famille, il faut trouver aussi une occupation pour les enfants. Donc c'est tous les acteurs du tourisme qui aujourd'hui se réunissent, échangent, réfléchissent, trouvent des idées. Les idées fusent, il faut dire que l'enjeu est de taille. Objectif, faire et refaire découvrir le territoire aux touristes alsaciens, français et étrangers. L'an passé, les ventes de bouteilles de vin ont rapporté 540 millions d'euros. Une manne économique donc. Mais les touristes ne se contentent pas des vignes et des caves. Ils poursuivent parfois leur visite dans des musées ou des parcs animaliers. Avec ses 170 km de route des vins d'Alsace, le secteur a encore de nombreuses cartes à jouer pour se développer pleinement dans la région. Connaissez-vous le métier d'émailleur sur lave? Si la réponse est non, c'est plutôt normal car si le métier existe depuis 200 ans environ, il est aujourd'hui en voie de disparition et l'école unique risque bientôt de fermer. À Dambar-la-Ville, Sonia Rinaldi continue de faire revivre la roche magmatique à sa façon et vous pourrez découvrir son travail ce week-end à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Dans toute l'Alsace, 62 ateliers ouvriront leurs portes au grand public. Petit aperçu en avant-première avec Camille Roland. Le travail manuel lui a toujours plu. Mais lorsqu'elle a rencontré la lave, cette matière du feu et de la pierre, ce fut un coup de foudre. Dans son petit atelier situé à Dambar-la-Ville, Sonia travaille la roche magmatique pour fabriquer du mobilier urbain, des objets de décoration, de signalétique ou encore des œuvres d'art. Mais comme le métier, le matériau est rare, la lave est longue à extraire et issue d'un lieu bien précis, les volcans d'Auvergne. La lave qu'on utilise, c'est de la lave de Volvic. Il n'y a que de très rares carrières qui sont toutes dans le même secteur. Et c'est une pierre régionale, du coup, elle se présente comme une roche de profondeur grise, assez dense. Avant, dans cette région, elle était beaucoup exploitée, il y avait beaucoup de carrières.
Et puis, comme c'est quand même un métier rare, ça s'est amenuisé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques carriers sur place. Pour travailler la matière, il faut passer par différentes étapes. Couper les plaques de lave, boucher les trous pour la rendre non poreuse et la cloisonner. Il y a beaucoup de techniques, et on a une douzaine qu'après on peut aussi mixer. Il faut faire beaucoup de recherches personnelles aussi pour trouver les couleurs. Une fois décorée, la lave doit être mise au four. Donc la cuisson, elle dure à peu près 8 heures. Et le refroidissement dure une vingtaine d'heures. Et pour apprendre toutes ces techniques, Sonia s'est rendue à Volvic, dans l'unique école française d'émailleurs sur lave, l'IMAPEC, qui célébrera bientôt ses 200 ans. Il en existe seulement 2 en Europe et pourtant, l'école est en danger. C'est un métier très 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 rare. La formation, elle est en danger en fait. Il y a à peu près 5-10 élèves par an. Et pour la transmission, c'est difficile parce que déjà, il faut faire connaître le métier, le produit et intéresser les jeunes à ça. Se faire connaître, c'est justement le plus gros travail pour Sonia et son mari. Pour cela, ils multiplient les salons et les expositions. Au début du XXe siècle, la matière était utilisée en signalétique pour la fabrication des bornes Michelin notamment. Mais aujourd'hui, le métier offre de nouvelles possibilités. Il ne faut pas croire que oui, tout ce qui est en pierre est ancré dans le temps d'une façon négative. Par exemple, dans la gravure sur pierre, moi je propose des choses beaucoup plus modernes. Quand on demande à quelqu'un c'est quoi pour toi une gravure sur pierre, il pense à une pierre tombale, alors qu'en fait il y a 1000 propositions à faire. Et pour la lèvre émaillée, c'est pareil. Le fait de pouvoir mixer les couleurs, les techniques, ça peut être dans n'importe quel endroit de façon moderne. Sonia veut continuer à faire connaître les qualités de cette pierre qui résiste dans le temps pour finalement la rendre intemporelle. Réaliser leur propre court-métrage, c'est le défi que se sont lancés quelques Strasbourgeois cet après-midi. Accompagnés par le réseau Tôt ou Tard et l'association Un Récit, ils vont se retrouver tous les premiers mercredis de chaque mois. L'enjeu, démocratiser la culture cinématographique et sensibiliser à l'image. Camille Roland. Raconter la vie de Johnny Hallyday, celle d'un homme qui rate sa fusée avant qu'elle n'explose, les réalisateurs du jour rivalisent d'imagination pour créer leur court-métrage. À partir d'aujourd'hui, tous les premiers mardis du mois, des ateliers créatifs d'éducation à l'image seront proposés à des personnes en difficulté par les associations Récit et Tôt ou Tard. Ce jour-là, c'est réalisation d'un petit court-métrage grâce à une table de mash-up. On a choisi 4 images en gros, ça devait se coller entre elles pour raconter une histoire. La première étape c'est de mettre les images entre elles. La deuxième c'est d'incorporer des sons et des sons préenregistrés et puis ensuite après des sons qu'on fait soi-même. On est en train de faire un reportage avec des chanteurs qui se sont connus à l'époque. C'est un peu différent que comme on voit à la télé, quoi. Quand on voit à la télé, on voit le film, mais là c'est un peu différent. Par petits groupes, ils cherchent les meilleures images, celles qui auront un sens et leur permettront de raconter leur histoire. L'occasion de partager et de discuter, mais aussi de réfléchir sur le sens de l'image. Le but de l'atelier, c'est d'appréhender le montage de façon ludique grâce à ce qu'on appelle une table mash-up qui en fait permet, grâce à des cartes qui sont labellisées avec des QR codes reconnus par une caméra, de poser des vignettes et de se délester de l'ordinateur et d'un logiciel professionnel pour faire du montage. Et à ça, on ajoute des cartes de son, des bruitages et puis une voix off avec un micro pour que des néophytes puissent réaliser un court-métrage. L'idée, c'est qu'on puisse s'emparer d'un outil qui normalement est compliqué et de réfléchir sur le sens des images, la polysémie des images, comment raconter une histoire, qu'est-ce que les images peuvent véhiculer. Le fait de conduire ces ateliers peut amener des jeunes ou même des adultes à prendre du recul sur les produits audiovisuels qui sont amenés à voir au quotidien. L'idée, c'est aussi de mélanger des publics différents, certains en situation de handicap visuel, d'autres en situation de fragilité sociale, pour qu'ils puissent passer outre leurs différences et construire ensemble quelque chose de positif.
Les publics qui sont suivis par les structures adhérentes à Tôt ou Tard ont généralement plusieurs difficultés, que ce soit sociales, de logement, d'emploi, d'addiction, d'handicap. Et l'idée, c'est de faire de la culture un levier de réinsertion pour ces personnes, de lutter contre l'isolement et de leur apporter à la fois un mieux-être et une première marche pour leur réinsertion dans l'idée d'un vivre ensemble. Le mois prochain, les participants pourront analyser et critiquer des images avec un jeu de cartes grâce à l'atelier Les mots du clic. En quelques années, le hamburger s'est fait une place de choix dans les habitudes de consommation des Français, régulièrement consommé par plus de 80% de la population. C'est en se déclinant sous plusieurs formes qu'il s'est imposé sur toutes les tables. Alors, bien loin du fast-food, c'est une option gourmet et locale qui était à découvrir pendant la Coupe de France du burger à Paris. 3 candidats orinois se sont retrouvés en finale. Le récit avec Nora Bouriois. C'est une bataille qui se joue à coups de bretzel et minster. Les produits locaux, c'est le thème de cette finale régionale nord-est de la Coupe de France du burger 2019. Pendant 25 minutes, 5 candidats se sont affrontés et c'est un Orinois qui l'a remporté. Vers midi, le verdict est tombé. C'est Nicolas Gisler du Casino Barrière à Blotzheim qui remporte sa place pour la finale nationale. Mais les 2 autres candidats orinois n'ont pas démérité. Ils ont remporté l'adhésion du public sur les réseaux sociaux. On a un concept de fast good, la restauration rapide mais de qualité. Et voilà, on a le soutien de toutes ces personnes-là. Et on a essayé tant bien que mal de faire honneur à notre région, à tous ceux qui nous suivent. Maintenant, nous, on ne baisse pas les bras. On reviendra plus fort l'année prochaine avec de nouveaux burgers. Et puis, toujours positif. C'est donc avec le Katzbar Burger que Nicolas Gisler a continué la course pour la finale nationale. Sa recette avait été élaborée en équipe par les cuisiniers du casino de Blotzheim. Après une longue délibération du jury, le verdict est tombé. Le Katzbar Burger termine 4e. La Coupe de France part en Ardèche. Un peu dégoûté, mais c'est le jeu. C'est déjà bien qu'on soit venu jusqu'ici, donc je suis content déjà. Tu fais quand même partie des 5 finalistes de la France. C'est ça, donc c'est déjà bien. Voilà, on essayera l'année prochaine. Malgré la défaite, les 3 chefs alsaciens comptent bien proposer leurs burgers dans leurs restaurants respectifs. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce JT en images et avec un peu de sport, Mathieu Champvillard. Magali Magaille, le point levé, au bord des terrains, c'est une image qui appartiendra bientôt au passé. Joueuse et surtout entraîneur emblématique des volleyeuses mulhousiennes depuis 14 ans, elle passera la main à la fin de cette saison. Elle, qui a mené les Orinoises au titre de championne de France en 2017, deviendra manager général du club cet été et sera donc remplacée sur le banc. Il lui reste à boucler en beauté cette dernière saison et c'est bien parti. Avec 21 victoires en 22 matchs, les Orinoises sont plus que jamais favorites pour le titre de championne de France.